Séquence de réaliser. Incompréhensible et absurde comme je les aime. Qu'est-ce que je fous là, moi? Parlez-nous de Georges Méliès. La politesse veut que les conversations commencent par un simple bonjour. Regardez plutôt la toupie. C'est Méliès qui fait cet effet-là. Mais vous êtes où? Oh, elle altère le montage. C'est Bado? C'est pourquoi nous voudrions comprendre. Bon, bah j'imagine que j'ai pas le choix si je veux enfin la saisir. Donc, qui était Georges Méliès? Simple vendeur de confiserie dans la gare de Montparnasse. Vous êtes sûr de vous? Alors, je veux bien vous expliquer si vous arrêtez de me couper. Simple vendeur de confiserie dans la gare de Montparnasse. Voilà comment finit la carrière de Georges Méliès. Repéré par un cinéphile qui permet de le remettre sur le devant de la scène, le cinéaste reste de son vivant peu connu du grand public à la fin de sa vie, faute d'un archivage défaillant des premiers films du cinéma. Pourtant, Méliès a connu le succès, et grâce à ses expérimentations techniques et narratives, il fut l'un des réalisateurs le plus reconnus des débuts du cinéma, à l'aube du XXe siècle. Beaucoup, comme Griffith et Chaplin, avoueront leur admiration pour son travail, et à l'heure actuelle, son œuvre a été revue et décrite comme étant l'une des bases du langage cinématographique. Mais alors comment est-il tombé dans l'anonymat durant un temps, alors qu'il a révolutionné un art qui aurait peut-être disparu s'il s'était limité aux simples vues lumière? Un de ses classiques, à la fois la marque de son génie d'innovation technique et artistique, tout en étant l'une des réponses à la fin de sa carrière, permettra peut-être de répondre à cette interrogation. Bonjour et bienvenue sur l'internet, et plus précisément dans Classics, l'émission dans laquelle je vous présenterai aujourd'hui le voyage dans la Lune. Là, on peut lancer le générique. Le voyage dans la Lune... Attendez, ça ne vous choque pas plus que ça que je prenne votre apparence? Non. Le voyage dans la... Ça vous intéresse vraiment pas? Je vous ai dit d'arrêter de me couper, ok? Le voyage dans la Lune est un court-métrage réalisé en 1902 par Georges Méliès, avec comme acteur principal Georges Méliès, des décors de Georges Méliès, un montage de Georges Méliès, une musique de... c'est variable, mais originellement c'était Georges Méliès, qui nous présente des scientifiques qui décident d'aller sur la Lune grâce à un canon, qui leur permet d'atterrir dans son œil, puis dans une plaine, puis c'est de l'espace... Et finalement, ils visitent la Lune et ils rencontrent les Sélénites, des créatures qui ont la particularité d'être des gymnastes, explosant au moindre coup, qui emprisonnent les scientifiques, mais faisant une procession devant le roi, ils le font imploser, ils fuient, font tomber le canon pour que la gravité les fasse revenir sur Terre. Il est beau, l'état de la science en 1900, effet dégueulasse, on fête leur retour, un Sélénite est capturé, il ne verra plus jamais sa famille, mais on s'en fout, statut géant de Méliès, c'est fin. Ça n'a aucun sens. Et c'est vous qui me dites ça? Bon, effectivement, c'est un petit peu le bazar vu comme ça, mais en recontextualisant, c'est assez impressionnant.
On résume souvent les débuts du cinéma en deux catégories. D'un côté les prémices du documentaire, avec les vues-lumière dont je vous ai déjà brièvement parlé dans d'autres épisodes, et de l'autre bord la fiction et les effets spéciaux avec Georges Méliès. Alors cette définition est un peu chauvine, Méliès ramène la coupe à la maison car un tas de réalisateurs d'autres nationalités s'amusent avec les codes primitifs du cinéma pour faire également de la fiction, que ce soit Edison et Porter aux États-Unis ou encore l'école de Brighton en Angleterre, pour ne citer que, car j'oublie probablement tout un tas de pionniers d'autres nationalités aussi diverses que variées. C'est donc compliqué, si ce n'est impossible, de savoir qui inventait quoi en premier, puisque déjà la plupart des œuvres de l'époque ont tout simplement disparu, et ensuite parce que toutes les découvertes se chevauchent. Rien que le simple arrêt manivelle aurait été inventé à la fois par Edison, par Méliès et les frères Lumière, presque naturellement, sans savoir réellement qui l'a inventé en premier. Les gros plans, effets de surimpression et autres proto-découpages cinématographiques sont également expérimentés, souvent par hasard. Mais la vraie question dans ces nouveaux outils n'est pas tant la date d'origine, mais plutôt la façon dont ces pionniers vont se les approprier pour les utiliser. Et c'est là que Méliès surpasse tout le monde. Avant d'être cinéaste, ce bon Georgie était magicien et tenait même un théâtre. Il fut présent lors de la première projection cinématographique payante des Frères Lumière et impressionné par le système, acheta et transforma un cinématographe de contrebande pour commencer à filmer. Et j'imagine que c'est à ce moment-là que le génie créatif et créateur intervient. Au contraire. À ses débuts, Georges Méliès plagiait. Un peu comme vous en fait. En effet, il reprend les scénarios et les cadrages déjà existants des vues-lumière, et si cette époque du cinéaste n'est pas très intéressante à observer, elle lui permit personnellement d'appréhender le médium et de faire différentes découvertes techniques, comme les simples mais essentiels arrêts manivelles qui permettent de faire des sauts dans le temps. Petit à petit, l'âme de prestidigitateur de Georges Méliès le pousse à réaliser des tours de magie grâce à la technologie cinématographique. L'un des plus connus et des plus simples à réaliser est l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin en 1896, dans lequel le cinéaste fait disparaître puis réapparaître une femme, simplement en arrêtant le filmage lors des changements de position. Ce premier trucage simple, ajouté à des techniques provenant de la photographie, comme la surimpression, lui permet petit à petit de réaliser des effets spéciaux qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Et si ses débuts au cinéma sont donc une suite de tours et d'expériences, il commence petit à petit à s'approprier un style propre qui l'amènera vers un certain classique. Cette manière de filmer pourrait paraître très épurée et simple au premier abord. Une caméra fixe, captant un plan large, devant des peintures peintes par ses soins, une lumière diffuse et des fonds sombres. Malgré des décors complexes, saturés de détails et des acteurs déguisés comme pas deux, le style Méliès, si on peut le nommer ainsi, reprend finalement l'esthétique du théâtre avec un point visuel unique. Mais en réalité, il utilise cette mise en scène pour mettre en valeur les différents effets dont il a le plein contrôle, puisqu'il les bricole lui-même pendant le tournage ou durant le montage. Ainsi, il ajoute à sa réalisation de la surimpression, des dédoublements, de la fumée, des disparitions, des machineries, de la couleur, oui, de la couleur, les images sont peintes à la main les unes après les autres, de la fumée, du burlesque, du fantastique, de la fumée, galipette fumée, explosion avec fumée, surdosage de détails dans le cadre, il vole, là il a même plus tête, fumée, là il a grosse tête, fumée. Mais vous êtes aussi timbré que votre toupie. Un style épuré si on nommait la quantité d'effets invraisemblables qu'utilise le cinéaste, comme la fumée. Et il a raison, c'est un effet extrêmement sous-coté et vraiment pas cher payé. Tenez, claquez vos doigts pour voir. Vous pensez sincèrement que de la fumée allait apparaître ? Ce style presque excessif, à la fois simple et saturé, commence de plus en plus à servir une forme de narration. Le cinéaste s'attaque alors à différentes adaptations littéraires ou historiques. C'est donc ici qu'apparaît une première forme de découpage, puisqu'il est fréquent que les personnages changent de plan ou qu'il y ait des ellipses temporelles. Méliès appelle ces différentes scènes des tableaux, souvent reliés par des fondus, parfois par des coupes sèches. Comme je l'ai dit plus tôt, le réalisateur reprend une mise en scène théâtrale, avec un point de vue global, toujours identique, et des mouvements de personnages, de gauche à droite, qui nous fait logiquement changer de tableau pour les suivre. Si je résume, Méliès n'a vraiment rien inventé. Pas plus qu'Edison n'a inventé le fil à couper le beurre, ni l'ampoule, ni même le cinéma. Les expérimentations techniques et artistiques de Méliès le rendent très populaire, et tandis que les documentaires des Frères Lumière disparaissent peu à peu, le monde encore forain du cinéma s'empare des nombreuses œuvres de ce bon Georgie. Et c'est en 1902 qu'il décide de réaliser un métrage bien plus ambitieux que tous les autres, Le Voyage dans la Lune. La nouveauté de ce film par rapport aux autres histoires de Méliès, c'est sa durée qui dépasse les 10 minutes, ce qui est extrêmement rare à l'époque. En effet, le prix d'un film se calculait en fonction de sa longueur de bobine, et donc plus le métrage était long, plus il était cher à acheter. Malgré une bonne campagne publicitaire, avec l'une des premières affiches du cinéma, les forains ne sont pas forcément séduits par le format du voyage dans la Lune. Mais finalement, en baissant ses prix, Méliès parvient à vendre son film et réalise l'un des plus grands succès des prémices du cinéma. Le métrage est diffusé dans le monde entier avec un excellent accueil public. C'est l'âge d'or du magicien. Enfin, on y arrive. Bon, on va se mettre d'accord. Si vous continuez de m'interrompre, c'est moi qui vais vous couper.
J'aimerais bien voir comment vous allez vous... En réalisant le voyage dans la Lune, Georges Méliès ne fait pas un sans faute. Certains effets sont vraiment dégueulasses, l'introduction est méga longue et pas foncièrement intéressante, et sa constante oscillation entre propos oniriques et technologie brute tend à se demander si certains passages ne sont pas des faux raccords, comme quand ils atterrissent sur la Lune, d'abord en arrivant dans son œil, puis réatterrissent mais ils sont plus petits, mais du coup ils ont atterri 2 fois mais pas avec la même échelle, et la Lune a un visage mais après elle en a plus, puis ils sont grands et puis petits et puis... Bref, ça manque de sens par moment, tant techniquement que narrativement. Après, si on remet dans le contexte de l'époque, il n'y a aucun code existant, et donc il est logique que Méliès fasse un peu n'importe quoi avec un langage cinématographique encore balbutiant. Attendez, vous êtes en train d'imiter les balbutiements du langage cinématographique là ? Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Très réussi. Bravo. Le voyage dans la Lune, pour tenir en longueur, possède une histoire plus complexe par rapport aux autres œuvres cinématographiques de l'époque, qui se résument la plupart du temps à des courses-poursuites ou à des petits sketchs simples. Mais ici, Méliès rajoute différentes couches de détails, donnant du volume à la narration. Cette innovation vient ici construire tout un récit, avec des moments clés et des conséquences sur le long terme. Une innovation qui n'est en réalité qu'une adaptation du format littéraire et théâtral au cinéma, mais Georgie a l'intelligence d'utiliser cette façon de raconter les histoires afin d'avoir plusieurs micro-séquences. Le cours magistral entre les scientifiques, la construction du canon et son départ, la séquence lunaire, la fuite des Sélénités, le retour, et enfin la fête sur Terre. Rien que ce découpage approximatif donne 5 actes, comme la majorité des pièces du théâtre classique. Mais au-delà de cette utilisation d'une narration déjà existante provenant de l'art de la scène, Méliès prend également comme appui la littérature, déjà parce que son œuvre est une adaptation de livres de Jules Verne et de H.G. Wells, mais également parce qu'il transpose une histoire qui se passe sur une longue période. Forcément, le film possède donc des ellipses temporelles. Encore une fois, ce n'est pas une innovation de la part de Méliès, mais une adaptation de procédés d'autres arts vers le cinéma. Son génie réside donc dans leur réutilisation et la réalisation de ces transpositions. Le plus souvent, ces ellipses se déroulent lors des changements de tableau, en même temps qu'un déplacement spatial qui permet donc de ne pas perdre les spectateurs de l'époque. Par exemple, la construction du canon se fait sur le long terme, et pour filmer son avancée, Méliès découpe sa réalisation en différents tableaux à des moments et à des endroits différents, pour bien faire comprendre uniquement grâce au montage l'avancée temporelle du récit. Mais une de ces ellipses est directement montrée à l'écran, celle de la nuit étoilée sur la Lune. Les scientifiques s'endorment et leurs rêves se mêlent à la réalité quelques instants pour une séquence onirique permettant de faire passer le temps avant que leur sommeil ne soit balayé par une tempête lunaire. Au-delà de cette performance technique et artistique, ce passage est bien l'image de ce qui a probablement plu à l'époque, et que j'ai pourtant critiqué tout à l'heure, ce mélange entre science et rêve. D'un côté, certaines séquences présentent des exploits technologiques et se rapprochent du jeune genre de la science-fiction, tandis que d'un autre bord, le passage lunaire montre un monde fantastique, très loin d'une approche scientifique. Le rêve inatteignable de l'alunissage est réalisé, et c'est peut-être ici que Georges Méliès conquit le public, mettre en image l'imagination. Car en soi, l'histoire du voyage dans la Lune n'est pas si originale, puisque comme je l'ai dit, c'est une adaptation du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, paru 40 ans plus tôt. Une œuvre connue dont il existait déjà quelques illustrations, mais qui ici s'anime, se colorise, se rapproche du réel. Le rêve qui devient réel? Vous n'allez pas un peu loin avec votre théorie là? Non, au contraire. Je me rapproche du but, je crois. Mais Méliès ne faisait-il pas déjà ça avant? Mais combien de fois va-t-il falloir que je vous explique que le voyage dans la Lune n'a aucune forme d'originalité? Car ce métrage n'est ni le meilleur, ni le plus expérimental de Méliès. C'est en réalité le plus abouti, comme une sorte de résumé de tout ce qu'il est capable de faire. Une confrontation de ses effets techniques et narratifs en une seule œuvre pour nous faire voyager le plus loin possible. Une alchimie unique qui ne réussira jamais à réitérer. Moins impressionnant, ou en tout cas moins surprenant, ces autres films du même genre n'ont pas la même magie, peut-être pas la même surprise. Son voyage à travers l'impossible, sortant 2 ans plus tard, est quasiment un plagiat de son propre voyage dans la Lune, avec certains plans quasiment identiques ou reprenant la même construction. Il réitère même la scène de la Lune, mais avec le soleil. Alors oui, il rajoute un effet de fumée, mais ça ne suffit pas. Méliès n'arrive pas à se renouveler. Alors forcément, lorsque d'autres studios plus ambitieux en termes économiques arrivent sur le marché, comme Pathé, les remakes constants de ses propres œuvres ne font pas le poids. Georges Méliès perdra beaucoup d'argent, son studio, sa magie. En colère par ses échecs et les rachats de son œuvre, il met le feu à la plupart de ses bobines et rendra la tâche difficile aux restaurateurs de films qui devront chercher ses métrages dans les cinémathèques aux 4 coins du monde. Et maintenant que la plupart de son travail a été vu,
Force est de constater qu'il a laissé un héritage sans limite. Personne ne viendrait aujourd'hui en disant que Méliès n'a rien apporté au cinéma, et l'imaginaire qu'il a laissé entrevoir a sans doute permis à d'autres auteurs d'explorer ces univers qui n'ont pas de limite. Par exemple, Fritz Lang reprend certaines thématiques dans ses œuvres de science-fiction, jusqu'à même réaliser un voyage lunaire. Plus récemment, des réalisateurs reconnus, comme Scorsese, qui a une connaissance cinématographique extrêmement dense, a pris le temps, pendant un film, de rendre hommage à cet auteur des premiers temps avec Hugo Cabret, présentant le cinéaste à la fin de sa vie, vu par un enfant, preuve de la considération qu'il lui porte. Et plus largement, comment peut-on savoir jusqu'à quel point le voyage dans la Lune n'a-t-il pas influencé l'ensemble du cinéma? L'intro de 2001 aurait-elle été la même? Est-il anodin que même Scooby-Doo 2 commence par une lune gigantesque? Mais pour le coup, ça c'est bien anodin. Y'a pas trop de doute là-dessus. On pourrait chercher pendant des heures des références, car se plaçant aux prémices du cinéma, réalisant un succès mondial, le voyage dans la Lune est devenu l'un des héritages les plus marquants de son art. Car oui, sans hésiter, le voyage dans la Lune est un classique, car il a ouvert les portes de l'imagination. À ses débuts, le cinéma montrait des faits réels, qu'ils soient fictionnés ou non, mais semblaient proches de la réalité. Mais pour l'une des premières fois et à grande échelle dans l'histoire du 7e art, Méliès nous fait explorer l'invraisemblable, l'inexistant. Il nous plonge dans un univers de rêve, qu'il soit fantasque ou technique. Il nous parle d'un ailleurs difficile à atteindre et inhospitalier, que l'on peut pourtant apprivoiser. Se plaçant même comme acteur principal de son œuvre, Méliès se présente comme l'explorateur d'un nouveau monde dont il est en réalité lui-même le créateur, la Lune étant alors le miroir du nouveau médium qu'il expérimente. Avec ce tour de magie, l'illusionniste de l'image parvient, pour la première fois de l'histoire du cinéma, à nous éveiller au rêve cinématographique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne devait pas la rendre plus puissante plutôt que de la stopper. Si vous savez quelque chose, parlez, bon sang. Frappez-moi pour voir. Ne me faites pas croire que vous n'en rêvez pas. Qu'est-ce que... Où êtes-vous? Là, Enfin, plutôt pas là. et plus ici, et même pas au même moment. Mais que signifie ce balbutiement? À quoi bon apprendre un artefact qui contrôle le montage, ce qu'est le montage, puisque c'est le montage lui-même? J'ai arrêté de vous suivre, je crois. Plus besoin d'un outil pour contrôler le montage lorsqu'on devient le montage. D'ailleurs, elle est sympa votre veste, je vous rends la mienne. Nous en poursuivrons tant que nous n'aurons pas votre pouvoir. Si vous voulez, sauf que vous oubliez que vous êtes dans ma Director's Cut. Et dans cette version, il n'y aura ni bug, ni copie conforme de moi, ni téléphone. Surtout pas de téléphone. C'est impossible. Le chaos, l'erreur, les bugs, même avec un contrôle complet, ils seront toujours présents. C'est ce qu'on va voir. On va enfin commencer à jouer. Ouais, je comprends pas encore tout, mais je sens qu'on va bien s'amuser. On a eu toute l'action dans le Oui. cadre. Un peu bas dans le cadre, mais. Je vais le refaire alors. De toute façon, je vais le refaire. Je suis bien là? Avance. Ouais, vas-y, viens. C'est bien là au niveau de la hauteur? Tu peux avancer même encore un petit peu. Vas-y, lève ta main pour voir. Ouais, si tu peux la rapprocher un petit peu de toi. Un peu moins. Voilà, c'est bien.